Les décroissants aiment les limites. Mais ne dit-on pas qu'une limite est une absence de liberté? Alors la décroissance est-elle liberticide? On peut en effet se faire avoir par ce qu'on pourrait appeler la définition libérale de la liberté, la conception libérale de la liberté. Effectivement, les libéraux définissent la liberté par le contraire de la limite. La liberté est le contraire de la limite, et la limite est le contraire de la liberté. Mettre des limites, c'est limiter la liberté. Ce dont il faut se libérer, c'est des limites. Ce dont il faut se libérer, c'est-à-dire ce dont il faut s'affranchir, c'est de franchir les limites. Effectivement, c'est là la définition dominante de la liberté. C'est là ce qui montre le succès, ce qu'on peut appeler l'hégémonie culturelle du libéralisme. Ils ont réussi à nous proposer une conception, un concept de liberté qui semble de bon sens. Quand vous interrogez quelqu'un sur ce qu'est la liberté, la phrase qui va revenir, ou la devise, ou le slogan qui va revenir quasiment tout de suite, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Là, on peut se demander, mais elle est où la liberté qui commence là où s'arrête celle des autres, ou qui s'arrête là où commence celle des autres? Comment est-ce qu'on peut avoir une telle idée? En fait, il suffit tout simplement d'aller demander à un propriétaire où est son champ. Et quand vous êtes dans son champ, vous lui demandez, et il va jusqu'où ton champ? Il dit, mon champ s'arrête là où commence le champ du voisin. Et c'est ainsi que pour les libéraux, la liberté et la propriété, c'est la même chose. Mon champ s'arrête là où commence le champ du voisin. Autrement dit, cette conception de la liberté comme non-limite, c'est une conception propriétariste de la liberté. Alors à ce moment-là, effectivement, quand on définit comme cela la liberté, par le franchissement d'une limite, il faut franchir les limites. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous, les décroissants? Nous ne supprimons pas les limites. Au contraire, nous les doublons. Là où il n'y a qu'une limite, nous essayons au contraire d'en penser deux. Ces deux limites, c'est-à-dire que nous pensons immédiatement entre une limite haute et une limite basse. On est prêt à valider d'ailleurs que quand il n'y a qu'une seule limite, on ne pense qu'à la franchir. Nous pensons que si nous remplaçons l'image d'une limite par deux limites, alors peut-être que les choses peuvent, se modifier dans les mentalités. C'est quoi ces deux limites? La limite basse, on va l'appeler plancher. La limite haute, c'est ce qu'on appelle plafond. Entre le plancher et le plafond, c'est ce que cette association qui, en 1974, soutient le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, qui est René Dumont. Cette association, c'est les Amis de la Terre. Dans les années 2000, les Amis de la Terre, qui continuent à exister, mais qui ne vont plus aux élections, qui sont devenus juste une association non politique ou non électoraliste, fournissent ce qu'ils appellent le concept d'espace écologique. L'espace écologique, cela veut dire que si quelqu'un, par exemple, manque en dessous d'un certain plancher, si quelqu'un manque d'une certaine quantité d'eau, il va mourir. Et au-dessus d'un certain plafond, si nous utilisons tellement d'eau que nous la gaspillons, c'est alors la société ou la planète qui va manquer d'eau. Et donc on va définir l'espace écologique comme ce qui va être encadré entre un plancher et un plafond. Les décroissants pensent que cette notion d'espace écologique est extrêmement féconde. Et pas simplement d'un point de vue écologique, mais en réalité, on peut très largement l'utiliser pour tout un grand nombre d'autres domaines. On peut, par exemple, montrer que s'il n'y a pas assez d'argent, ce n'est pas bien. S'il y a trop d'argent, ce n'est pas bien. Il faut ce que, au fond, depuis très longtemps, les Grecs appelaient un juste milieu. Donc, l'espace écologique, c'est la poursuite de cette vieille idée qu'entre deux extrêmes, il doit y avoir un écart qui est un juste milieu. Moi, je vais plus loin. Il faut s'apercevoir que comment vivent ceux qui vivent au-delà du plancher, c'est-à-dire les très riches, les riches. Comment vivent ceux qui vivent au-delà du plancher? Eh bien, ils ont une existence séparée de nous. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle La sécession des riches. Les riches font sécession. Au-delà du plafond. Au-delà du plafond, pardon. Ils vont au-delà du plafond. Ils font sécession. Ça veut dire qu'ils font sécession. Ils ne vivent pas dans le monde commun. Ils vivent hors du commun.
Alors, ils prennent l'hélicoptère pour aller travailler, ils imaginent des îles artificielles dans lesquelles ils vont construire des États autonomes en dehors des eaux territoriales pour échapper à toute législation globalisante ou mondialisée. Bon, ils vivent hors du commun, ils font sécession. Vivre au-delà du plafond, c'est vivre hors du commun. Mais il faut s'apercevoir qu'on peut dire exactement la même chose quand on regarde du côté de ceux qui vivent sous les planchers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au-delà du maximum, mais ceux qui n'ont même pas le minimum. C'est, Majid Ranema, philosophe, diplomate, qui précisément nous fournit une distinction très très importante. Il dit « Arrêtons de confondre la misère et la pauvreté ». Être misérable, c'est manquer du nécessaire. Être pauvre, c'est manquer du superflu. Si on applique cette distinction misère-pauvreté à l'espace écologique plancher-plafond, on s'aperçoit que en deçà du plancher, c'est la misère. Au-delà du plafond, c'est la richesse. Et nous n'avons pas de mal alors à montrer que nous, les décroissants, nous sommes contre la richesse, contre la misère, et nous défendons la pauvreté volontaire, c'est-à-dire celle qui se situe entre le plancher et le plafond. On pourrait appliquer la même idée pour les revenus. En deçà d'un certain niveau, la vie est indécente. Ils n'ont pas assez. Au-delà d'un certain plafond, certains ont trop. Trop, il faut dire là aussi, c'est assez. Mais au sens de, il faut que ça soit fini. Et on s'aperçoit qu'une vie décente existe entre un plancher minimal et un plafond, maximal. Une fois que l'on comprend ça, et que l'on comprend qu'au-delà du plafond, en deçà du plancher, on a des vies hors du commun, on découvre alors que ce qui se situe entre le plancher et le plafond n'est pas hors du commun, il est commun. Et c'est là où l'espace écologique apparaît comme l'espace social du commun. C'est un mot que nous mettons souvent en avant, les communs, le commun, la propriété commune. Oui, eh bien, il est très facile de le situer. Le commun, c'est ce qui se situe entre un plancher et un plafond. On revient alors à la liberté. Quand on ne pense la liberté qu'à partir d'une seule limite, alors je dirais qu'on est tenté comme l'enfant de franchir la limite. Mais dès que l'on pense, que l'on écarte les deux limites et que l'on écarte avec un plancher et un plafond, on trouve alors un espace qu'on pourrait appeler l'espace écologique de la liberté commune, dans lequel nous allons découvrir qu'être libre, c'est quoi? C'est vivre ensemble avec des gens avec qui nous partageons le même espace commun. On peut même prendre une image, un terrain de football. On voit bien que pourrait-il y avoir un match de football s'il n'y avait pas un terrain un tant soit peu délimité. Moi, quand j'étais enfant, je jouais au football, on jouait, sans ligne de touche et sans corner. On jouait dans un parc, etc. Mais quand le copain commençait à filer à 50 mètres tout seul et qu'il sortait de ce qu'on aurait appelé les limites, qu'est-ce qu'on fait? On arrêtait tous de jouer, puis on attendait qu'il revienne. Bref, il était hors jeu, comme on est hors du commun. Si on veut être en jeu, il faut être dans le commun. C'est pas dramatique qu'il y ait des lignes, et puis quand quelqu'un franchit une ligne, on dit stop, à ce moment-là, tu dois remettre le ballon en jeu et nous allons jouer, ensemble. De cette façon-là, on comprend que l'espace du commun, c'est l'espace d'une liberté qui n'est pas vécue comme provocation perpétuelle de dépassement des limites ou incitation perpétuelle de franchissement des limites. Il y a pire que ça, je dirais, dans la conception libérale de la liberté. C'est que si ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, qu'est-ce qui limite ma liberté? Les libéraux vont-ils aller jusque dire que la vraie liberté est sans limite? Mais tout le monde comprend bien que si la vraie liberté, la liberté illimitée, c'est la fameuse expression où seul le renard serait libre de manger des poules dans le poulailler. Qui voudrait d'une liberté qui ne serait qu'en réalité la liberté du plus fort?
se pose, même pour les libéraux, la question des limites de la liberté. Alors demandons à un libéral comment il envisage la limitation de la liberté. Alors là, il a la solution. Quand on ne définit la liberté comme l'absence de limite et comme tentation de franchir cette limite, alors seule une autre liberté peut venir limiter ma propre liberté. Ça s'appelle comment? Le fait que seule une autre liberté ou la liberté d'un autre peut venir limiter ma propre liberté, ça s'appelle la compétition, ça s'appelle la concurrence. Ça s'appelle alors une société de rivalité où c'est la confrontation avec les autres qui vient limiter ma liberté. Autrement dit, un monde dans lequel la liberté est définie comme absence de limite ou comme tentation permanente de franchir les limites est un monde de compétition généralisée. C'est exactement le contraire de ce que nous voulons, nous les décroissants. Nous voulons un monde commun dans lequel l'organisation sociale repose d'abord sur la coopération, sur le partage, plutôt que sur la rivalité et la compétition. Je ne suis pas en train de dire que dans un monde de décroissance, il n'y aurait pas de compétition, mais à l'intérieur d'un cadre de coopération. Les libéraux font exactement l'inverse. Ils ne sont pas hostiles à ce que quelquefois il y ait des élans de coopération, ils vont appeler ça la charité, mais dans un cadre de compétition. Nous, les décroissants, nous ne voulons pas que ça soit par le combat, le conflit, que se règlent les antagonismes de liberté et les excès de la liberté. C'est à chacun, en réalité, de s'autolimiter dans un espace commun de la liberté. Alors, on s'aperçoit que de cette façon-là, même pour les décroissants, même à l'intérieur d'un espace des communs, même à l'intérieur d'un espace écologique des libertés, il y a encore de la liberté. Sauf que cette liberté, on voit bien que ce n'est pas la liberté des décroissants, ce n'est pas la liberté des libéraux. Alors comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette liberté des décroissants si elle n'est pas la liberté des libéraux? C'est assez facile, elle n'est pas la liberté des individus. La liberté pour les décroissants, elle n'est pas d'abord une liberté individuelle, elle est une liberté sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, une liberté sociale? C'est tout simplement découvrir que nous sommes d'autant plus libres que nous sommes avec et pour les autres. Et je vais finir sur cette idée-là. Dans, je dirais, le premier libéralisme, le libéralisme de la compétition, le libéralisme de la main invisible, le libéralisme du libre marché, le modèle finalement de la relation sociale, c'est le modèle de la compétition. C'est le modèle de la concurrence. C'est l'idée que c'est en se confrontant les uns aux autres, les uns contre les autres, que va se produire, au fond, la maximisation ou l'optimisation des conduites humaines. Donc le modèle, avant tout, de la rivalité. Le contraire de contre, c'est avec. Et donc, moi je dis que plutôt que penser la liberté les uns contre les autres, pensons la liberté les uns avec les autres. Je vais plus loin. En fait, contre un autre contraire. Et avec un autre contraire. L'autre contraire de avec, c'est sans. Et donc à ce moment-là, je m'aperçois qu'il faut opposer une liberté avec et pour les autres à une liberté avec et sans les autres. Et quand on regarde le libéralisme ou le capitalisme tel qu'il est idéologisé au XXe siècle, on va trouver chez une écrivaine américaine, romancière américaine qui s'appelle Ayn Rand, elle-même l'idée que la véritable liberté consiste à vivre sans les autres. Elle se vante elle-même de n'avoir jamais aidé personne, ni de n'avoir jamais eu besoin de demander de l'aide de quiconque. Et pour elle, le modèle de la liberté, c'est vivre même pas sur le modèle de la concurrence les uns contre les autres, mais les uns sans les autres. Et bien contre, je dirais, ces variantes du libéralisme, il faut que nous les décroissants, nous levions haut et fort notre bannière, notre étendard d'une liberté où nous comprenons que nous sommes d'autant plus libres que nous sommes les uns avec les autres. Quelqu'un qui s'appelle Axel Honneth, philosophe allemand, publie il y a quelques années un livre là-dessus dans lequel il défend la liberté sociale, dans lequel il montre que cette liberté sociale, elle était à l'origine du socialisme et qu'elle a été très vite oubliée par la variante marxiste, j'ai dit du socialisme, oui, par la variante marxiste du socialisme, et que surtout il montre
que cet oubli de la conception sociale de la liberté résulte du mépris qu'une grande partie des socialistes ont adressé au républicanisme, c'est-à-dire à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Car si la liberté est la liberté individuelle, comment peut être compatible avec l'égalité? Et croire que la fraternité va venir réduire l'écart entre une liberté individuelle et une égalité qui apparaîtra comme un nivellement, c'est totalement être à côté de la plaque. Et il dit qu'il faut en revenir à la conception de la liberté sociale des premiers socialistes, dans lequel, quand la liberté est pensée de façon sociale, alors il est extrêmement facile de la rendre compatible avec des exigences d'égalité, de refus des inégalités, et cela est tout à fait possible avec ce qu'au XIXe siècle on appelait fraternité, qu'aujourd'hui on appelle solidarité, et que nous, décroissants, nous appelons partage. De cette façon-là, on peut peut-être découvrir que l'espace écologique de la liberté commune, elle est assez républicaine.